Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Emmanuel Macron a donné la leçon écologique au Brésil. Entre communication affligeante et bilan minable, il est temps que son règne prenne fin. Nous évoquerons ensuite la nouvelle coalition gouvernementale tchèque qui commence fort avec le retrait symbolique du drapeau ukrainien du Parlement de Prague. Et enfin une page parlementaire avec les députés qui planchent encore sur le budget de la sécurité sociale. OSS au Brésil, Emmanuel Macron s'est rendu à Belém, aux portes de l'Amazonie, loin de la France, où plus personne ne veut de lui, aperçu du dernier sketch présidentiel. Je vais arriver à Belém. Est-ce que tu as des messages que tu veux que je porte et des choses aussi que je dois dire à Lula? En tout cas, je suis content d'abord de te voir. Tu peux compter sur moi. Je vais porter des messages sur l'exploration pétrolière, sur la question de la paix et les engagements aussi pour la protection de la forêt. Ciao. Macron plus attentif au discours d'un vieux monsieur aux drôles de babine qu'à ses 70 millions de concitoyens. Le président français s'est rendu jeudi au Brésil, à Belém, aux portes de l'Amazonie, au nord du pays, avec une cinquantaine de dirigeants mondiaux pour un sommet préliminaire à la COP30, censé lancer une dynamique avant les négociations officielles. Emmanuel Macron a affiché une complicité de circonstances, main dans la main avec son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Souvent critiqué à gauche pour son manque d'intérêt pour l'écologie, le président entend profiter de son voyage américain pour prendre une bouffée d'air loin du pays, la France, où 82% de la population ne souhaite plus entendre parler de lui après 2027, selon un sondage paru jeudi. Mais la vie des Français l'intéresse bien peu. Ceux-ci sont majoritairement contre le Mercosur, mais lui continue de pousser pour conclure cet accord, comme il a pu l'affirmer lors de son séjour brésilien. Les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif. Il est plutôt positif. Côté blabla, sans nommer Donald Trump, absent, Emmanuel Macron a fustigé les prophètes de désordre qui sèment le doute sur l'urgence climatique et remettent en cause les certitudes les mieux étayées. Une petite pique qui pourrait coûter cher aux Français si le président américain venait à s'agacer et choisir de punir, par exemple, nos vins et spiritueux. Dans ses envolées lyriques quasiment religieuses, le président Macron a invoqué l'esprit de l'accord de Paris de 2015. Et alors que s'ouvre la COP 2030, nous devons donc convoquer à nouveau l'esprit qui a présidé à l'adoption de l'accord de Paris. Le choix du multilatéralisme face au repli sur soi, de la science face à l'idéologie et de l'action face au fatalisme. Il a par ailleurs exhorté les grands émetteurs à suivre la voie de l'Union européenne, qualifiée, sans modestie excessive, de l'une des politiques les plus ambitieuses au monde. Résolument obsédé par le contrôle de l'information, il a fustigé la désinformation présente comme une menace sur nos démocraties et la sécurité collective. En se disant du côté de la science, face à l'idéologie ou même contre le repli sur soi, le président entretient des oppositions binaires prononcées devant un parterre où manquaient justement des voix dissidentes. Généreux avec nos sous, Emmanuel Macron a promis 500 millions d'euros d'ici 2030 pour les forêts pour abonder, sous condition, le fonds lancé par Lula pour les tropiques. Derrière les slogans et la litanie d'engagement et autres vœux pieux, on cherche en vain la trace d'une autocritique chez le président qui n'a pas un bilan écologique vraiment reluisant, que l'on se place du côté de la gauche écologiste ou même du côté du bon sens. En effet, en poussant pour des accords commerciaux avec l'Amérique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, Emmanuel Macron n'est pas crédible et l'empreinte carbone de ces échanges, qui se font au détriment de nos agriculteurs et de notre production, est autrement plus polluante que les déplacements des travailleurs français en voiture. À Belém, Emmanuel Macron a continué son rôle de donneur de leçons, loin des réalités françaises ou même de la réalité écologique. Il s'est ensuite envolé pour le Mexique pour resserrer les liens avec ce pays, un État submergé par le narcotrafic, un sujet qui ne doit pas laisser notre président indifférent. Le nouveau gouvernement populiste en Tchéquie n'est pas encore formé que la nouvelle coalition frappe déjà fort. Le nationaliste Tomio Okamura a été élu président du Parlement tchèque. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie et Alimoudine Ousmani. Un peu comme le retour au pouvoir de Viktor Orban en Hongrie en 2010, le retour aux affaires d'Andrej Babiš en Tchéquie s'annonce tonique et beaucoup plus percutant que son premier mandat qui a eu lieu de 2017 à 2021.
Sans doute qu'entre-temps, les persécutions judiciaires dont Babiš a été l'objet et la politique ultra-atlantiste du gouvernement de Peter Fiala ont quelque peu contribué à radicaliser les positions des uns et des autres. Un doute subsistait sur la coalition gouvernementale qui verrait le jour après les élections de début octobre, étant donné que les 15 députés du SPD, le parti nationaliste dirigé par Tomio Okamura, étaient indispensables pour mettre sur pied la coalition, mais que les positions radicalement anti-UE d'Okamura posaient question. Au final, un accord a été trouvé. Tomio Okamura a hérité de la présidence du Parlement tchèque et ne sera donc pas lui-même membre du gouvernement. D'un point de vue programmatique, le rejet de plusieurs éléments de la politique européenne, notamment le Green Deal, ou pacte vert en français, et le maintien de la couronne tchèque comme monnaie nationale, sont de la partie. Et le gouvernement n'est pas encore formé que d'ores et déjà le changement de ton est annoncé, puisqu'à peine élu à la présidence du Parlement, Tomio Okamura a fait retirer le drapeau ukrainien du Parlement. Le programme du nouveau gouvernement tchèque revendique un positionnement souverainiste et eurosceptique affirmé. La nouvelle majorité tchèque s'inscrit dans une logique de priorité aux intérêts nationaux. Dans ce cadre, le soutien tchèque à l'Ukraine, qui a été jusqu'ici actif et constant depuis 2022, est appelé à être réévalué. Le futur gouvernement souhaite concentrer ses efforts sur les défis internes, notamment la maîtrise des coûts énergétiques, la stabilité économique et la protection sociale des citoyens. L'idée affichée est de ne plus faire primer automatiquement des engagements extérieurs sur la défense des priorités nationales. Pour Kiev, cette évolution pourrait être perçue comme un recul du soutien politique. Le retrait du drapeau ukrainien du Parlement, décidé par le président de la Chambre, Tomio Okamura, illustre parfaitement cette logique. Ce geste, symbolique mais puissant, marque la fin d'une posture de solidarité automatique. Il s'inscrit dans une vision de neutralité pragmatique et de priorité aux affaires intérieures, valeur centrale pour le nouveau gouvernement. Loin d'être une rupture ou une hostilité, il s'agit d'un signal clair. La République tchèque entend décider par elle-même de ses alliances et de ses engagements plutôt que de suivre la ligne générale dictée par des pressions externes. Cette réorientation rapproche Prague de la Slovaquie et de la Hongrie, deux pays d'Europe centrale qui n'hésitent pas à contester Bruxelles lorsque les décisions communautaires ne correspondent pas à leurs priorités nationales. Dans cette perspective, la République tchèque pourrait devenir un allié central dans un bloc d'États d'Europe centrale défendant une UE plus souple et respectueuse de la souveraineté de ses membres. L'idée n'est pas de rompre avec l'Union, mais de réclamer que l'adhésion soit un partenariat équilibré. Mais au-delà de ce symbole, le futur gouvernement Babiš a d'ores et déjà annoncé qu'il allait s'opposer à Bruxelles sur un dossier explosif, celui du pacte migratoire européen, qui consiste à répartir les migrants dans tous les pays membres de l'Union ou bien imposer en cas de refus de ces derniers de colossales amendes. Le futur gouvernement tchèque, composé du parti ANO de Babiš, du SPD d'Okamura et des Motoristes, se prépare à rejeter le pacte sur la migration et l'asile de l'Union européenne, marquant ainsi une rupture nette avec la politique centralisée et pro-migration de Bruxelles. Le mécanisme de solidarité du pacte oblige chaque État membre à accueillir un nombre déterminé de migrants ou à verser une contribution financière. Karel Havlíček, vice-président de ANO, a confirmé que Prague refuserait de participer à ce mécanisme. Je cite, « Nous ne serons pas gouvernés par l'Union européenne. Nous respecterons certaines règles qui s'y appliquent, mais nous sommes responsables devant nos électeurs. » Fin de citation. L'ensemble de la coalition s'oppose à toute obligation de solidarité imposée par l'UE. Cette posture risque fortement d'irriter Bruxelles pour plusieurs raisons. Elle conteste directement le principe de solidarité européenne qui est au cœur du pacte et affaiblit la capacité de l'UE à répartir équitablement les responsabilités migratoires entre ses membres. Le refus tchèque envoie également un signal politique à d'autres pays membres, ce qui pourrait encourager d'autres États à ne pas se conformer aux obligations européennes. Enfin, cette opposition pourrait conduire la Commission européenne à engager des procédures d'infraction ou à envisager des sanctions financières, créant un conflit juridique et politique entre Prague et Bruxelles, tout en mettant en lumière les limites de l'application centralisée des politiques migratoires au sein de l'UE. Même s'il ne faut pas en surestimer l'importance,
Le retour aux affaires d'Andrej Babiš en Tchéquie va donc constituer une petite épine dans le pied des euromondialistes bruxellois, notamment si l'on prend en compte la présence de gouvernements similaires en Slovaquie et en Hongrie. On s'approche donc d'une ébauche de reconstitution de ce qu'a été le groupe dit de Visegrad il y a une décennie, lorsque les dirigeants de Pologne, Hongrie, Tchéquie et Slovaquie avaient bruyamment émergé ensemble dans leur désaccord de l'immigration de masse lors de la crise de 2015. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et le monde a bien changé. Les positions dictatoriales de l'eurogoulag bruxellois se sont lourdement radicalisées. Reste à voir si la contestation centre-européenne qui émerge de nouveau saura relever le défi de cette radicalité. Les députés examinent le budget de la sécurité sociale, mais le chronomètre tourne. Les élus ne parviennent pas à s'entendre, chaque formation ayant choisi son propre bouc émissaire. Explication, Édouard Chano. Les débats sont durs dans l'hémicycle alors que les députés examinent le budget de la sécurité sociale depuis mardi. Des comptes de la Sécu qui sont, rappelons-le, dans une situation de dégradation continue avec un déficit global prévu en 2025 de 23 milliards d'euros en augmentation de 7,7 milliards par rapport à 2024 en raison d'une explosion des dépenses. Ce budget refusé en commission des affaires sociales il y a quelques semaines visait à réaliser 5 milliards d'économies en intégrant la suspension temporaire de la réforme des retraites réclamée par les socialistes. Mais tout porte à croire qu'il sera lourdement modifié. Le débat se poursuit après celui sur les recettes, qui a vu l'adoption de 43 milliards de nouvelles taxes. Du côté du gouvernement et de Stéphanie Rist, ministre de la Santé, on admet des discussions difficiles, mais des débats très profonds. L'exécutif se veut donc rassurant et écarte toujours un passage en force par ordonnance. Or, selon l'économiste Philippe Murer, cofondateur du mouvement politique citoyen, le spectacle politique révèle une chasse au bouc émissaire absolument tragique. Le budget n'étant pas construit comme d'habitude par le gouvernement, mais par des amendements de 3 partis inconciliables à l'Assemblée nationale, nous assistons à une surenchère de déclarations et de mesures censées plaire à des partis de l'électorat en faisant tout simplement payer d'autres partis de l'électorat. Ceci s'appelle la stratégie du bouc émissaire. Pour Bayrou, il s'agissait d'agiter le bouc émissaire boomer et faire baisser les retraites. Pour la gauche, il faut faire payer les riches par la taxe Zuckman pour ne pas toucher aux prestations sociales. Pour la droite Wauquiez, ce sont tous les assistés, les chômeurs et les personnes au RSA qu'il faut faire payer en baissant les prestations. Pour le gouvernement Lecornu, tous les Français sont des boucs émissaires qui doivent payer, à l'exception des plus riches. Les retraites et les salaires des fonctionnaires doivent être gelés, ainsi que les APL, le RSA et les allocations familiales. Dernière nouvelle, une victoire des Républicains. Les députés ont approuvé jeudi à minuit un amendement qui étend aux entreprises de plus de 250 salariés une déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires. Seules celles de moins de 250 salariés en bénéficiaient jusque-là. Le coût pour les finances publiques serait de moins de 150 millions d'euros selon la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Avant-hier néanmoins, c'est une hausse de la CSG de 1,4 point sur les revenus du capital, à savoir le patrimoine et les produits de placement visant à rapporter 2,6 milliards d'euros en 2026 pour financer la suspension des retraites qui a été adoptée en dépit de l'opposition de la droite qui a fustigé une victoire des socialistes au détriment de la liberté économique. En même temps, les élus de gauche, LR et RN se sont tous vivement opposés au gel du barème de la CSG qui aurait pu coûter selon les estimations 1 000 euros par an aux ménages modestes, notamment les retraités et les demandeurs d'emploi. Dans un autre registre, le RN a déclenché une offensive inédite, dévoilant mardi la création d'une commission d'enquête sur les finances de la sécurité sociale pour disséquer les flux, les pertes et les recouvrements jamais contrôlés. Selon la députée Joëlle Mélin, la caisse famille aurait perdu 16 milliards en 3 ans et 30 milliards de cotisations resteraient impayés au 31 décembre 2024. Le RN exige aussi un chiffrage précis des coûts directs et indirects de l'immigration. Dans le collimateur, les soins apportés aux ressortissants étrangers. La ministre Amélie de Montchalin a assuré qu'elle répondrait à toutes les questions et que rien n'était caché. Une affaire à suivre donc, mais qui prendra du temps. Dans l'immédiat, la date butoir du 23 décembre pour ficeler le budget 2026 se rapproche inéluctablement. Les députés ont jusqu'au 23 novembre pour étudier le budget de la sécurité sociale et 2000 amendements doivent encore être examinés. Le Sénat pourrait hériter d'une transmission seulement partielle. Et dans la Chambre haute, où la droite est majoritaire, tous les compromis entre les socialistes et le gouvernement pourraient être remis en cause, ce qui pousserait à des examens en commission mixte paritaire, puis à une nouvelle adoption par les deux chambres. Une situation qui ferait le jeu de l'exécutif, comme l'explique Philippe Murer.
Cette foire d'empoigne à l'Assemblée nationale n'a de plus aucun sens. En effet, le budget qui sortira d'un hémicycle coupé en 3 sera forcément un budget Frankenstein, avec l'examen des tombereaux d'amendements déposés, les allers-retours entre Sénat et l'Assemblée, les commissions de conciliation, le chronomètre tourne et aucune ligne directrice ne se dégage. Le gouvernement Lecornu se délecte de voir le temps tourner et l'Assemblée nationale dans l'impasse. Quoi qu'il arrive, la Constitution lui permettra de trouver une solution pour que le budget 2026 soit en place. Le 23 décembre, si les parlementaires n'ont pas voté le budget, Lecornu pourra faire passer son budget initial par l'article 47 de la Constitution, qui stipule qu'après le dépôt du budget par le gouvernement, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Un gouvernement ultra minoritaire, avec 160 députés à l'Assemblée nationale, va donc réussir à faire passer son projet de budget. Les Français seront cocus et les partis dits d'opposition auront été roulés dans la farine avec leur approbation tacite. L'essentiel pour eux aura été préservé. Ils auront conservé pour un temps leur siège de député en évitant la dissolution et la casse-élection. Et si aucune loi de finances n'est promulguée avant le 1er janvier 2026, l'exécution budgétaire serait limitée à 1/12 des crédits de l'année précédente par mois. Tous les ajustements économiques seraient suspendus au risque de provoquer de nouvelles crispations dans le pays. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Les syndicats préparent Noël, la CGT, Solidaire et la FSU appellent à la grève et aux manifestations le 2 décembre contre le budget 2026. Les centrales d'extrême gauche dénoncent des régressions, 3000 postes supprimés dans la fonction publique, le doublement des franchises médicales, des arrêts maladie limités à 15 jours, le gel des pensions, la baisse des budgets hôpitaux et des EHPAD. Après les mobilisations du 18 septembre et du 2 octobre, qui ont débouché sur l'abandon de 2 jours fériés hypothétiquement supprimés, les syndicats entendent remettre le couvert, grisé par le report de la réforme retraite et l'engagement contre le 49.3. La police de la pensée toujours active. Mercredi, le militant patriote Jean-Eudes Gana, fondateur du collectif L'Alvarium, a été placé en garde à vue. Le motif, mardi, il avait publié une vidéo sur TikTok, il s'y filmait sur le parking d'un supermarché à Segré, commune de 7000 habitants du Maine-et-Loire. Il y raconte comment la campagne française a changé. Salut à tous, vous voyez là je suis dans la ville dans laquelle j'ai grandi, 10 000 habitants je crois, et depuis quelques années maintenant tous les soirs on est comme ça, voilà, à la sortie, on se demande un peu ce qui se passe, mais en gros t'as des réfugiés afghans qui traînent, voilà, toujours au Leclerc en train de t'acheter de la bouffe, à rien branler, bienvenue dans la campagne française. Une vidéo qui lui vaut une garde à vue pour incitation à la haine raciale, une garde à vue prolongée au bout de 24 heures. Alors qu'une comparution immédiate était envisagée, Jean-Eudes Gana a finalement été libéré ce vendredi et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'utiliser les réseaux TikTok et X pour une durée d'1 mois. Il sera jugé en mai prochain. Est-ce une énième importation du conflit israélo-palestinien ? Jeudi soir, un concert de l'Orchestre national d'Israël a été perturbé à la Philharmonie de Paris. À 3 reprises, les spectateurs ont tenté d'interrompre le concert, dont 2 fois avec l'usage de fumigènes. Les spectateurs se sont interposés et des affrontements ont eu lieu. Merdeux, Toutefois, après l'évacuation, le concert a pu se terminer dans le calme. 4 personnes ont été placées en garde à vue ce vendredi. Attention aux faux policiers. Mardi, dans le 15e arrondissement de Paris, un tireur sportif a reçu la visite à son domicile d'un individu se faisant passer pour un policier. Le faux agent aurait forcé sa victime à ouvrir son coffre-fort dans lequel des armes longues et de poing légalement détenues, ainsi que des bijoux, sont disposés. Le suspect a pris quelques photos avant de quitter l'appartement. Après cette visite pour le moins louche, la victime s'est rendue au commissariat du 15e arrondissement. Un fait qui pourrait être lié à un piratage de fichiers de la Fédération française de tir. Cette cyberattaque effectuée quelques jours plus tôt aurait permis d'accéder à des fichiers contenant les noms et adresses des adhérents. Florian Zeller, dramaturge et réalisateur oscarisé âgé de 46 ans, entre à l'Académie française au fauteuil d'Hélène Carrère d'Ancos. Auteur du Père, du Fils et de la Mère, il est l'écrivain francophone le plus joué au monde. Précoce, il a publié son premier roman à 23 ans, Neige artificielle, remporté le prix Interallié à 25 ans, puis conquis le théâtre dès 2004 avec L'Autre. Ses pièces, servies par Catherine Fro, Pierre Arditi ou Isabelle Huppert, explorent la famille avec virtuosité. Au cinéma, le film The Father, avec Anthony Hopkins, a décroché en 2021 2 Oscars, lui a valu l'Oscar du meilleur scénario.
Multi-récompensé, Florent Zeller rajeunit la coupole et y ramène le théâtre sur le fauteuil jadis occupé par Pierre Corneille. Pour David Fuenquinos, il croit en ses rêves et représente la culture française dans le monde. Ce même jour, Éric Neuhoff, romancier et critique au Figaro, âgé de 69 ans, est élu au fauteuil de Gabriel Debreuil. Auteur de 33 ouvrages, lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie en 2001 et du Prix Interallié en 1997, ce disciple de Nimier, cinéphile passionné de François Truffaut, cultive une nostalgie élégante et caustique. L'actualité internationale en bref. Il veut tirer sur les criminels pour protéger les citoyens. Johannes Kaiser, candidat nationaliste à la présidentielle chilienne du 16 novembre, a dénoncé les organisations de défense des droits humains accusées de protéger terroristes, délinquants et narcotrafiquants. Kaiser propose d'expulser vers la méga-prison salvadorienne de Nayib Bukele les migrants illégaux avec casier judiciaire, notamment les membres du gang Tren de Aragua. En progression dans les sondages, il s'impose à la 3e place et pourrait perturber le duel attendu entre José Antonio Cast de droite et Jeannette Jara, communiste, favorite de la gauche. La retraite à 85 ans. Nancy Pelosi, 85 ans donc, icône démocrate et première femme speaker de la Chambre des représentants, a enfin annoncé sa retraite pour janvier 2027, après 40 ans au Congrès. Représentante de San Francisco depuis 1987, elle fut une farouche opposante à Donald Trump, orchestrant 2 impeachments et déchirant un peu ridiculement son discours en 2020 devant les caméras. Le 6 janvier 2021, elle jura de virer Trump à coups de poing lors des incidents du Capitole. Sa carrière fut entachée de scandales, par exemple avec des accusations de délit d'initié opérés avec son mari Paul. Surnommée Crazy Nancy par Donald Trump, elle laisse un parti démocrate en ruine derrière elle. Nouvelle frappe aérienne américaine en mer des Caraïbes visant un bateau accusé de narcotrafic par le Pentagone. 3 hommes ont été tués. Le ministre de la Défense Pete Hegseth a diffusé sur X une vidéo de l'attaque, les qualifiant de narcoterroristes. Cette opération porte à au moins 70 le bilan des morts depuis le lancement début septembre d'une campagne de frappe contre des embarcations suspectes. Washington a détruit 18 navires. Les opposants dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Des familles et gouvernements locaux affirment que de nombreuses victimes étaient des pêcheurs civils. Les États-Unis justifient l'offensive en désignant les cartels comme organisations terroristes dans un conflit armé. L'ONU a exigé l'arrêt immédiat des frappes et des enquêtes indépendantes. 1 000 milliards de dollars sur 5 ans. Les actionnaires de Tesla ont approuvé jeudi 6 novembre un plan de rémunération potentiellement record pour Elon Musk. Ce package, voté à 75% en Assemblée générale, prévoit l'attribution de 12 tranches de 35 millions d'actions chacune. Il doublerait la participation de Musk qui passerait de 13 à environ 25% du capital. L'entrepreneur justifie cette exigence pour sécuriser son contrôle face aux actionnaires activistes, tout en restant renvoyable en cas de dérapage. Pour débloquer la totalité, Tesla devra quintupler sa valeur, atteignant 8 500 milliards de dollars de capitalisation sur 5 ans. Les premières tranches s'activent dès 2000 milliards, puis 4 000 et 6 milliards. Actuellement valorisée à 1 540 milliards, l'entreprise devrait dépasser 2 fois l'entreprise d'intelligence artificielle Nvidia ou 700 fois Renault. Malgré les doutes sur l'engagement de Musk, les actionnaires parient sur sa vision exponentielle. Ce soir, tête à clash, dans le Samedi politique, Élise Blaise reçoit l'avocat et philosophe Guilain Benessa pour parler de la lente dérive autoritaire d'Emmanuel Macron et ses amis européistes. Dimanche, un zoom avec Steven et Sabrina Gunel sur le succès de leur film Sacré-Cœur et Terre de Mission. Lundi, dès 7h, un zoom à découvrir sur le mouvement littéraire des Hussards. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine et à lundi.